Dans Bloodborne, nombreux sont ceux qui vous diront que la méta PvE-PvP d'un build est fixée à 120. Selon moi, il s'agit d'un plafonnement bien trop élevé et je vais vous expliquer pourquoi. Salut, c'est Guy d'Afonkimen, j'espère que vous allez bien. Récemment, un de mes viewers, Nico81, m'a suggéré de créer une vidéo comparative dans laquelle je pourrais montrer les avantages et les inconvénients entre un build de force et compétences dans Bloodborne. Or, comme vous devez sans doute le savoir, les joueurs sont influencés par la méta 120 imposée tacitement par la communauté. Nous allons donc voir pourquoi le BL 120 manque de cohérence dans Bloodborne, si bien que plus vous montez au-delà du BL 100, plus votre personnage devient hétéroclite. Vous allez constater qu'il ne subit plus les désavantages liés au type de spécialisation. Avant toute chose, nous allons replacer tout ceci dans son contexte et voir comment nous en sommes arrivés à la méta 120 dans Bloodborne. L'impact de la méta sur le PvP et le PvE. De facto, le BL 120 est issu des Dark Souls et plus précisément de leur PvP. Certains joueurs n'hésitent pas d'ailleurs à ajouter 5 points supplémentaires et vont jusqu'à 125. Bien que le PvP soit moins populaire que le PvE dans l'ensemble des Soulsborne, la méta de ce dernier a malgré tout un impact sur ceux qui souhaitent monter un build non consacré aux affrontements online. En effet, après qu'on a effectué une première run et qu'on souhaite créer un nouveau personnage plus spécialisé, une méta permet d'une part de se fixer un objectif final et d'autre part de savoir quand arrêter d'investir des points. Elle contribue également à renforcer le concept de roleplay, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Le rôle des influenceurs dans l'établissement de la méta. La communauté Bloodborne avait établi qu'à 120-125, un build était optimal à partir du moment où l'on répartissait bien ses statistiques. Quand je fais référence à la communauté, il faut prendre en considération le fait que cette dernière était influencée par des piliers Soulsborne, en l'occurrence des youtubeurs streamers renommés tels que Yukas Legion, Chase the Bro ou Pif Peverson, entre autres. Or, force est de constater que Bloodborne possède un PvP bancal en termes d'équilibrage. Quelques exemples, on a 30% de PV en moins que l'autre lorsqu'on est envahisseur, les gemmes maudites top tier écourtent drastiquement la durée des combats, les armes à feu offrent une possibilité de parade safe, à distance, comparé aux Dark Souls et leurs boucliers, et qui de surcroît génèrent de gros dégâts, etc., etc. Je ne parlerai pas des déséquilibres entre les armes rapides et lourdes et autres problèmes de netcode. Une méta choisie finalement dans le chaos le plus total. Ces différents problèmes ont poussé la communauté à chercher une méta appropriée. De souvenir, la première méta avait été fixée à 110 pour ensuite passer à 150 dans le but de bénéficier de la meilleure résistance possible face aux dégâts issus des gemmes et de certaines armes à fort DPS telles que les petits couperets, en sachant que le gros cap de résistance se situe aux alentours de 140, au-delà de ce nombre, cette dernière n'augmentant presque plus. Finalement, la totalité des influenceurs des Dark Souls ont quitté petit à petit le PvP de Bloodborne, qu'ils jugeaient peu intéressant car trop déséquilibré, voire limite bidon. Et entre nous, ils n'avaient pas forcément tort. La conséquence de tout ceci a été que le reste de la communauté, privée de ses influenceurs, a choisi de composer elle-même sa propre méta, et pour ce faire, elle a choisi de se calquer sur celle des Dark Souls. Or, d'après moi, il s'agit là d'un mauvais choix qui a été effectué un peu à la va-vite. Pourquoi la méta 120 n'est-elle pas adaptée à Bloodborne ? La définition d'un build. Comme son nom anglais l'indique, un build est une construction de personnage. Vous débutez avec une ligne directrice en tête, élaborez un plan de jeu qui aboutira sur votre personnage finalisé. Vous déterminez à l'avance son apparence, ses armes et donc son orientation. Vous aurez peut-être envie de manier un guerrier et pour ce faire, vous axerez votre personnage sur la stat force. Si vous préférez concevoir un mage, vous vous tournerez plutôt vers l'intelligence. Toutefois, pour rester dans une optique de roleplay, un build comporte forcément des avantages qui lui sont propres, mais surtout des lacunes. Et c'est là que la méta entre en jeu, en fin de compte, et apporte une certaine cohérence dans la conception finale du build. Prenons deux exemples de build à axe unique dans Dark Souls 3, un mage et un guerrier. Généralement, le premier aura plus de mal à porter une armure lourde car il compte essentiellement sur l'intelligence pour faire plus de dégâts avec ses sorts dont il essaiera de varier les types grâce aux points investis en mémoire. A contrario, un guerrier investira des points en force et en vigueur
afin de manier ainsi que de porter des armes et des armures avec un poids conséquent. Tous les aspects relatifs à la magie lui seront logiquement étrangers. Vous comprenez donc que ces deux builds ont d'un côté des avantages et de l'autre des faiblesses, et maintenant nous allons voir plus en profondeur en quoi la méta 120 ne s'applique pas à cet ARPG From Software qu'est Bloodborne. Les différences entre les Souls et Bloodborne. Les différences en termes de statistiques. Tout d'abord, si on effectue une comparaison, on remarque qu'en moyenne, les Souls proposent 8 statistiques, tandis que Bloodborne n'en met à disposition que 6. Cela donne donc en moyenne 2 stats en moins et 3 stats de moins que Dark Souls 2 et Dark Souls 3. Ensuite, il faut savoir que dans Bloodborne, contrairement aux Souls, la consommation d'endurance est moins importante. En effet, dans Bloodborne, effectuer des coups, des roulades et des dashs requiert moins de stamina. L'endurance n'affecte pas la charge d'équipement, tout simplement parce que cette notion n'existe pas dans Bloodborne. Les prérequis des armes de Bloodborne sont faibles. Même si on atteint le deuxième soft cap d'attaque à 50 alors que dans les Souls il survient à 40, les armes de Bloodborne nécessitant les plus gros prérequis sont la roue de Logarius qui demande 20 en force et le Rakuyo qui requiert 20 en compétences. En comparaison, si on prend par exemple la hallebarde du Chevalier Noir dans Dark Souls, cette dernière requiert 32 en force et 18 en dextérité. Quant au grand marteau de Morne dans Dark Souls 3, celui-ci nécessite 50 en force et 30 en foi. La majorité des armes de Bloodborne ont des scalings similaires. Vu que l'on peut améliorer drastiquement le scaling force d'une arme via une gemme maudite abyssale lourde, on se retrouve très vite en position de confort, peu importe l'axe du build choisi, force ou compétence. Cela est encore plus flagrant si on décide de monter un build de qualité, autrement dit, en choisissant l'équité entre la force et la compétence. Ne croyez pas qu'il n'est pas aussi aisé de le faire avec un BL 120 teinte sanglante ou ésotérique, parce que c'est faux. Vous pouvez très aisément investir 25 points en force ou en compétence, 25 étant le premier soft cap d'une stat d'attaque, faut-il le rappeler, afin de combler une éventuelle lacune. Juste un petit mot pour vous dire que si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Remise en question du BL 120 dans Bloodborne. Si on prend en considération les éléments que j'ai cités précédemment, autrement dit le rôle moins important de l'endurance dans Bloodborne comparé aux Souls, j'ajouterai aussi qu'un manque relatif de vitalité et d'endurance peuvent être palliés par des runes, notamment la meilleure rune métamorphose horaire qui ajoute un bonus de 15% de PV, et l'anti-horaire un bonus de 20% d'endurance, ce qui n'est pas négligeable. Les faibles prérequis des armes de Bloodborne, leur scaling proche, en l'occurrence ceux en force et en compétences, si bien que les gemmes maudites abyssales lourdes offrent la possibilité de rendre certaines armes initialement axées compétences viables pour un build de force. Vous rendez-vous compte maintenant à quel point le BL 120 vous permet de répartir facilement de façon équitable vos points entre deux stades d'attaque et du peu de compromis auxquels vous avez à faire face ? Et là on est amené à se poser des questions. Vu qu'un build à la base est censé comporter des avantages et des faiblesses, et que le BL 120 semble ne pas comporter de désavantages, peut-on considérer que ce BL constitue un build en tant que tel ? Ne se rapprocherait-il pas plus d'un couteau suisse ? Un exemple assez flagrant, un BL 120 majoritairement axé en force ne subira pas véritablement les désagréments liés au peu de dégâts générés par les attaques viscérales. Pourquoi ? Parce que la majorité des joueurs investissent toujours un minimum en compétences. Quel plafonnement de BL idéal conviendrait à Bloodborne ? Il n'est pas si facile de répondre à cette question, en l'occurrence à cause de plusieurs facteurs, le plus manifeste étant la puissance des gemmes top tier. Ces dernières permettent aux joueurs de générer d'énormes dégâts, que ce soit en PvE et a fortiori en PvP. Plusieurs de mes contacts proches et moi-même pensons qu'à partir du BL 75-80, il est possible d'optimiser un build spécialisé non hybride. Si l'on souhaite diversifier un peu plus son personnage, on peut aller jusqu'à 100. Le problème avec un avatar BL 100 est qu'en PvP, celui-ci peut envahir des joueurs jusqu'au BL 150 et être envahi par des joueurs BL 120. Selon moi, le BL idéal pour faire du PvP dans Bloodborne est le BL 75. À ce niveau, vous n'êtes pas considéré comme un twink, vous pouvez envahir de Yargul jusqu'aux zones du cauchemar et du DLC sans problème. Et surtout, vous évitez la méta 120 et autres builds de couteau suisse. Une fois de plus, je le répète, ceci ne concerne que le PvP.
Cependant, j'aimerais rebondir sur la proposition de Nico81 qui souhaitait voir un comparatif en termes d'avantages et d'inconvénients entre un build de force et un build de compétences. Je vais prendre un exemple parlant et assez commun. À 120, vu le peu de statistiques existantes dans Bloodborne, je vais encore le répéter une fois mais peu importe, la plupart des joueurs vont avoir tendance à équilibrer la répartition de leurs points entre la force et la compétence. Si bien qu'ils se retrouvent très facilement avec un 50 en force et un 35 en compétence. De manière générale, les armes force sont plus lentes que les armes compétences dans Bloodborne car elles sont plus volumineuses que ces dernières. En fait, les points majeurs que les joueurs constateront essentiellement entre le maniement d'une arme force et celui d'une arme compétence sont les suivants. La différence de vitesse de leur coup, les armes compétences étant plus rapides et bénéficiant d'un meilleur DPS, la différence de temps de recovery après avoir effectué un coup, les armes force demandant plus de temps de recovery de par le poids de leur move, leur différence de pouvoir de stun, les armes force bénéficiant d'un stagger plus important. Pour résumer, avec un BL 120, à moins que vous mettiez le paquet en vitalité ou en endurance, en sachant que ça ne changera pas grand chose, vu que vous allez toujours avoir affaire aux gemmes top tier qui génèrent d'énormes dégâts et qu'une vingtaine de points en endu suffisent largement à gérer vos déplacements et vos coups, vous vous retrouvez presque toujours avec un build de qualité ou multifonction. Et entre nous, la tendance PvE-PvP de Bloodborne demeure similaire depuis plus de 4 ans, voire même depuis le début, c'est-à-dire le culte des dégâts maximum. Il s'agit d'une tendance commune aux Soulsborne, mais elle est encore plus ancrée d'après moi dans Bloodborne, notamment à cause de la puissance des gemmes, des pistolets et autres déséquilibres profonds. Si certaines personnes pouvaient vous one-shot en PvP ou éliminer un boss en un coup, ils ne s'en priveraient pas. Les échanges durant les combats ne les intéressent absolument pas. Alors vous me direz que c'est plus ou moins ce qui se passe à l'heure actuelle, surtout vu le succès remporté par certains glitches et autres moyens peu scrupuleux dont je ne ferai pas la promotion. Alors pour rester dans la thématique de la technique sur Bloodborne, je vous invite à regarder cette vidéo consacrée au poignard de chasseur en PvP, dans laquelle vous découvrirez à quel point cette arme est pétée. Certes, la vidéo est en anglais, mais vous avez des sous-titres à disposition. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!